Bonjour, merci d'assister à ce live Studirama spécial concours passerelle en présence de Monsieur Fiorina. Monsieur Fiorina, vous êtes président de l'association de ce concours, mais également directeur de l'école de Grenoble École de Management. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être parmi nous et aujourd'hui est un jour particulier pour les candidats admis au concours passerelle. Grand jour, puisque après l'écrit et après les oraux, nous avons publié la liste des admis et des étudiants en liste complémentaire ce matin à 10 h. Et donc, je suppose que dans les foyers et dans les familles ce soir, il y a beaucoup de joie et également beaucoup d'interrogations pour savoir un petit peu comment confirmer pour son école l'année prochaine. Alors justement, les interrogations, vous allez y répondre en partie, mais faisons un petit premier bilan de cette année 2013 du concours passerelle. À qui s'adresse-t-il notamment? Rappelons quelques grandes lignes et puis rappeler les écrits, les épreuves écrites, les épreuves oraux. Et nous reviendrons après aux interrogations que de nombreux internautes nous posent. Alors le concours passerelle est un concours qui regroupe 12 grandes écoles et qui a pour objet de recruter pour notre programme Grande École en admission sur titre, soit après un bac+2 directement en première année, soit après un bac+3 minimum pour une entrée en deuxième année. C'est un concours qui se passe en deux temps. D'abord un écrit qui a eu lieu le 16 avril et puis en fonction des barres d'admissibilité, les candidats ont ensuite passé des oraux de motivation dans les écoles et avec ces oraux, on a rajouté les notes de langue pour faire une note finale et une note finale d'admission qui a été publiée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les candidats doivent prendre position sur une école. Comment bien optimiser ces choix d'école? Parce que parfois, on est admis dans plusieurs écoles. Quels sont les grands critères de choix des écoles de management aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs critères qui doivent être pris en compte. Il y a la notion de projet professionnel, il y a la notion de notoriété, il y a la notion de classement et puis également des notions, on va dire, peut-être un petit peu plus subjectives comme l'impression au cours des oraux. On conseille très souvent, on a conseillé aux candidats d'aller passer un peu de temps dans les écoles pour voir un petit peu ce qu'il en est, pour discuter avec les étudiants et se dire, tiens, je me sens bien dans cette école. La force de passerelle, c'est d'avoir 12 écoles d'identité qui sont non pas concurrentes mais complémentaires. Et donc pour les candidats qui ont reçu leurs résultats aujourd'hui, il y a forcément une école passerelle qui leur convient. Il y a notamment une question de Marc qui nous demande il faut se fier, est-ce raisonnable de se fier justement à l'accueil que l'on a reçu au cours des oraux? Parce que parfois les choix peuvent changer du tout au tout. Pas forcément, c'est pas un critère principal en disant j'ai été très bien accueilli, c'est une très bonne école ou l'inverse. C'est vraiment sur tous les éléments, c'est le projet et puis c'est surtout se dire est-ce que c'est l'école qui me convient, est-ce que c'est l'école qui va me permettre de confirmer mon projet professionnel, est-ce que c'est l'école qui va me permettre facilement de trouver un travail à la sortie. Alors évidemment, Antonin nous dit j'ai vraiment du mal à choisir dans toutes ces écoles, elles se ressemblent. Est-ce qu'il y a quand même des critères qui les distinguent, peut-être des spécialisations, peut-être une localisation? Alors, il y a tous ces aspects, Enfin, il y a à la fois des différences géographiques, nous sommes présents donc sur tout le territoire français, et puis ensuite, chaque école a ses propres spécificités, ses propres spécialisations. Par contre, il y a des éléments sur lesquels nous sommes incontournables, c'est la qualité de la formation, c'est le lien avec l'entreprise, c'est le lien avec l'international, c'est le lien avec l'apprentissage, puisque dans toutes ces écoles, on peut faire de l'apprentissage, et pour certaines dès la première année. Et puis après, c'est de voir les programmes, de voir également, encore une fois, l'élément important, c'est l'école dans laquelle je me suis senti le mieux au cours de ces oraux. Alors, les questions arrivent assez rapidement. Je suis désolée, on va rentrer dans le détail. Quelle est la meilleure école, filière, audit, comptabilité, qui a une spécialisation en la matière? Question difficile. Alors c'est une question difficile parce qu'en tant que président, je ne peux pas prendre position pour telle et telle école. Les métiers de l'audit recrutent dans l'ensemble des écoles et là, donc vraiment sur l'ensemble des écoles, cet auditeur retrouvera son bonheur. Aujourd'hui, l'audit recrute énormément. Toutes vos écoles placent admirablement leurs diplômés dans ce domaine. Quelques mots sur le secteur? C'est un secteur qui recrute beaucoup, qui a toujours attiré énormément d'étudiants, parce qu'il est à la fois, on va dire, comme un élément de formation complémentaire, comme un élément qui permet d'avancer par la suite en ayant plusieurs cordes à son arc et pour se reconvertir donc sans aucun problème. C'est vrai également qu'il y a un besoin d'audit et de contrôle de plus en plus important et donc des cabinets d'audit et des sociétés d'audit qui ont de plus en plus besoin de jeunes diplômés et là encore une fois issus de toutes nos écoles pour les aider à gérer leur quotidien.
Beaucoup de questions arrivent sur évidemment ce jour important pour eux, que sont les admis. Dois-je classer, notamment Clément nous demande, dois-je classer toutes les écoles où je suis admis, même si j'ai changé d'avis pour certaines? Alors, quelques mots peut-être un petit peu techniques sur la prise de position. Donc, chaque candidat a reçu ses résultats. Ces résultats, il y a, on va dire, trois possibilités. La première possibilité, je suis admis dans l'école et je suis en liste principale. Et donc, là, vraiment, si cet internaute a une école qui lui convient, qui est vraiment l'école de ses rêves, s'il le met en numéro 1, il n'y aura pas de souci. Il y a ensuite un deuxième cas de figure des écoles dans lesquelles on est en liste complémentaire. Et ça signifie que s'il y a des désistements, il y a une place qui peut attendre cet internaute. Et puis, malheureusement, dans certains cas, sur la liste des non admis, parce que l'oral s'est peut-être pas très bien passé, ou le niveau de l'étudiant a été jugé insuffisant, et donc cet étudiant n'est pas admis dans une des écoles. Voilà, donc il y a cette liste. À partir de ça, chaque candidat donc, fait ses choix. Il va faire des vœux exprimés, donc ces vœux école par école. Il n'est pas obligé d'avoir des vœux pour l'ensemble des écoles. Par contre, par expérience, il vaut mieux maximiser ses chances et se positionner sur plusieurs écoles. Un nombre à peu près? Pas de nombre là aussi, parce que c'est des indications qui pourraient fausser le choix des candidats. Juste ce que je peux dire, c'est que malheureusement, chaque année, on a des candidats qui font très peu de choix. Allez, on va dire un, deux, voire même trois candidats, de écoles, et qui à la fin se retrouvent sans école d'affectation, alors que leur rang leur aurait permis d'intégrer une des écoles. Le rang est une question assez récurrente qui revient pour ces admis ou ces listes d'attente. Quel rôle joue le rang du candidat dans l'ensemble de ces épreuves? C'est son potentiel d'intégration, encore une fois. Quand le rang est dans la liste principale, la probabilité d'intégrer une école ou l'école de ses rêves est de 100%. Après, le rang dans la liste d'admissibilité, c'est liste complémentaire. C'est tout simplement la position donc, du candidat. Mais pour rassurer également les internautes, parce qu'on a souvent des questions dans ce domaine, quand on place des étudiants dans la liste complémentaire, c'est qu'on pense qu'à un moment donné, ils ont une chance d'intégrer une école. Beaucoup de questions arrivent justement sur la place des derniers affectés, du rang du dernier affecté dans certaines écoles. Est-ce raisonnable de tenir compte de ce critère par rapport à l'édition 2012? Est-ce que c'est comparable? Non, c'est pas tout à fait comparable. Donc là, encore une fois, je ne veux pas donner d'indication parce que ça pourrait fausser le jugement des internautes. Et donc, je ne veux pas faire de déçus par la suite. Une autre question revient sur la sélectivité. Qu'est-ce qu'une barre de sélectivité? Alors, il y en a plusieurs. Il y a une première barre de sélectivité qui est à l'écrit, qui est de dire c'est le nombre de candidats qui sont autorisés à poursuivre à l'oral. Et donc, c'est tout simplement le nombre d'admissibles sur le nombre de candidats. Et puis après, une autre barre sur la sélectivité finale, qui est là, le nombre d'admis sur le nombre d'étudiants ayant passé les oraux. Henri nous demande... Je suis admis pour 3 écoles sur liste complémentaire. Apparemment, il n'y a pas de liste principale. Est-ce que je suis certain d'intégrer au moins une de ces 3 écoles? Encore une fois, s'il est sur liste complémentaire, c'est qu'il a une chance, alors raisonnable, il faut faire attention dans cet aspect de raisonnable, il a une chance raisonnable d'intégrer donc une école, et donc s'il le souhaite, il doit bien maintenir ses vœux sur ces 3 écoles. Là, il y a un calendrier à respecter. Oui. C'est une procédure. Les résultats ont été publiés ce matin à 10h. Depuis 11h, ils peuvent se positionner. Que se passe-t-il après? Alors, les vœux peuvent se faire jusqu'au 2 juillet 12h. Et donc, on peut maintenir ces écoles, les éliminer, revenir et autres, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de discussions à avoir. Et on le voit bien, il y a des questions quant au choix de l'école. Par contre, le 2 juillet à 12h, on clôture. Et à partir de ça, on se réunit entre nous. On a un algorithme d'affectation. Et on affecte définitivement les candidats pour une publication définitive des résultats le 5 juillet à 10h. Ce que je dois dire, c'est que dans notre procédure, c'est transparent, c'est visible. Et donc, les candidats seront exactement le 5 juillet à 10h, l'école qui les attend définitivement pour leur année scolaire à partir de la rentrée 2013, pour 3 ans, 4 ans ou 5 ans d'aventure. Alors, non pas qu'on poursuive les cursus ou on les allonge à l'infini, mais parce que toutes nos écoles proposent des cursus de plus en plus longs, avec des années césure, des doubles diplômes, des années à l'étranger, et donc de très belles années d'études. Donc ça, c'est ce qu'ils doivent peser aujourd'hui. Oui. Peser dans la balance, ce qu'ils auraient peut-être dû faire, mais beaucoup le font maintenant.
quand ils sont confrontés à un choix. Plus d'international, plus de peut-être de stages, une spécialisation qui peut jouer dans leur choix. Alors plus d'international, plus d'entreprises, plus d'apprentissage, plus peut-être de spécialisation. Certaines écoles sont plus spécialisées dans l'entrepreneuriat, d'autres dans les systèmes d'information, d'autres peut-être dans des spécialisations encore plus poussées comme le domaine du vin, d'autres dans le domaine de la logistique, d'autres dans le domaine des PME, d'autres dans le domaine du tourisme, d'autres dans l'aspect géopolitique ou management technologique. Donc chacune des écoles passerelles a vraiment une identité. On a beaucoup communiqué auprès des candidats. On a donc après le concours, ils ont reçu des newsletters où il y avait des informations sur les écoles, donc qui regardent un petit peu ce qu'il en est, qui n'hésitent pas également à aller revoir donc les sites. Et puis après, il y a l'aspect feeling qui est un élément important. Je reviens sur une question de Marie. Je reviens sur la question de l'échéance qui s'offre à eux maintenant, donc jusqu'au 2 juillet midi. Est-il possible de modifier ses vœux jusqu'à la date limite? Oui, sans aucun problème. Jusqu'au 2 juillet midi, on peut faire changer en permanence ses vœux. Par contre, attention, le 2 juillet à midi, on clôture et donc on prendra les vœux qui ont été exprimés à ce moment-là. En admettant que je démissionne d'une école, par exemple, est-ce que je peux revenir sur mes vœux? Non, c'est fini. Non, c'est pour ça que vraiment, je l'évoquais tout à l'heure, on conseille vraiment de maintenir un maximum de vœux. Encore une fois, chaque année, on a des candidats qui reviennent après en disant finalement, c'est cette école que j'aurais aimé intégrer. Et puis je m'aperçois finalement que j'aurais pu l'intégrer. Est-ce que c'est possible? Et malheureusement, la réponse est non. Donc, attention dans les choix à ce niveau-là. Donc on ne démissionne pas d'une école avant le 2 juillet. Après. On peut démissionner, par contre si on a démissionné d'une école, c'est définitivement fini après le 2 juillet. Donc là, en ce moment, les familles vont se réunir ce soir pour arrêter. Ce soir ou ce week-end, attention, on est dans une population d'admission sur titre qui est en stage. Pour certains, sont en train de finaliser leurs examens. Pour d'autres, ils sont en train de terminer leur période à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment mis cette période d'une dizaine de jours qui permet tranquillement d'avoir cette information, de voir ce qu'il en est et de décider en toute quiétude et non pas dans l'urgence. D'accord, donc c'est pas parce qu'on n'a pas arrêté ses choix aujourd'hui qu'on sera pénalisé après. Non, c'est pas un système de première arrivée, premier servi, c'est le 2 juillet. Vraiment, on insiste là-dessus, on est dans un système où tout est fait pour à la fois rassurer les candidats, leur donner un maximum de chances, et puis être dans la plus grande transparence et dans un système, encore une fois, qui est simple. Le 5 juillet, pour les candidats qui auront maintenu leurs vœux, la plupart auront la chance d'intégrer une des écoles passerelles. Question difficile, mais très technique. Guillaume nous demande comment procède l'algorithme d'affectation. Quelle est sa logique et quelles sont ses priorités? Il regarde d'abord la liste principale et puis ensuite, si la liste principale n'a pas été remplie, il va dans la liste complémentaire en fonction des rangs et puis il effectue plusieurs tours jusqu'à ce que le maximum d'étudiants ait pu être affecté. Maxime nous pose une question, alors cette fois-ci très pratique. Je voudrais savoir si mon inscription sera annulée dans la mesure où je ne dispose pas des 800 € au 5 juillet. Manifestement, il est peut-être en stage ou exerce une activité puisqu'il aura son salaire le 10 juillet. Peut-il financer? Est-ce que vous pourriez... Alors, il y a le 2 juillet, pour confirmer les inscriptions, il y a une empreinte de carte bancaire qui est donnée. Le 5 juillet, le montant de la compte de 800 € devra être versé. On sait que pour certains étudiants, il peut y avoir quelques soucis de trésorerie pour différentes raisons. Ce qu'on demande, c'est de nous prévenir, donc très en amont. Il y a un formulaire spécifique sur le site pour communiquer avec la Direction Générale de Passerelle et à ce moment-là, on saura ce qu'il en est et on trouvera une solution. Et pas d'inquiétude non plus là-dessus. Clémence, aussi une question technique. Je suis en liste d'attente. Peut-on suivre l'évolution de cette liste? Si oui, ou comment? Non, puisqu'on c'est un système d'affectation à la fin. Par contre, il faut maintenir ses vœux. On n'est pas dans un système comme il y a pu y avoir pour des concours dans les années passées où il y a une vingtaine d'années en disant au fur et à mesure on appelait les candidats. Là, c'est un système global et unique d'affectation. Question importante qui Passerelle exige évidemment que chaque candidat présente son diplôme pour intégrer une école. Comment ça se passe? Jusqu'à quelle date ont-ils pour montrer leur titre
parce qu'ils sont admis sur titre. Jusqu'à quelle date? Quelle est la date fatidique? Et je reviendrai à une question d'un internaute. Alors, le passerelle est un concours d'admission sur titre. Ça signifie qu'il faut un diplôme pour valider définitivement son admission. Ce n'est pas parce qu'on est affecté dans une école que c'est définitivement terminé. Il faut être en mesure de fournir son diplôme. On sait que les cursus et les scolarités sont de plus en plus longues. Les jurys se tiennent de plus en plus tard. Et donc, la date limite pour fournir son diplôme est le 30 novembre. Alors, il y en a un internaute. Et donc, bien évidemment, il y a plein de cas particuliers qu'on observe donc chaque année, un peu notamment pour des cursus avec l'étranger où les jurys de scolarité se tiennent un petit peu plus tard. Là aussi, le principe que toute communication en amont avec la direction de l'école dans laquelle cet internaute sera affecté facilite les choses. Et donc, là encore une fois, on a toujours trouvé des solutions. D'accord, y compris pour cet internaute qui manifestement vient d'être averti que son titre ne lui sera pas délivré avant début décembre. Oui, alors il y a à la fois les titres, de temps en temps on peut avoir des attestations de réussite ou des certificats de réussite. Donc là encore une fois, on privilégie tout ce qui est discussion en amont et par contre tous les candidats qui jouent la montre et nous mettent devant le fait accompli à la fin, généralement ça se passe pas très bien. Alors, mais juste sans vouloir mettre trop de pression supplémentaire sur les candidats, il faut bien avoir son diplôme pour valider définitivement son admission. Malheureusement, chaque année, j'ai un ou deux cas chaque année à Grenoble et ça me fait mal au cœur, où nous avons des candidats qui ont été affectés à Grenoble, qui ont parfaitement réussi le concours, mais qui loupent leurs examens. Et donc à ce moment-là, l'admission n'est pas valable et donc ils doivent quitter l'école. Et que se passe-t-il pour eux? Pour eux, soit ils se réinscrivent dans une autre formation pour repasser le concours passerelle l'année suivante, soit ils vont dans d'autres types de cursus, mais l'admission définitive est conditionnée à l'obtention du diplôme. Une autre question, on revient sur les 800 € qui sont donc la somme à verser, qui sont demandés début juillet. Sont-ils déduits des frais de scolarité de première année? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions, évidemment, sur les rangs. J'en ai une sur une école que vous connaissez bien. Je suis classée 221e sur liste complémentaire pour Grenoble. Ai-je mes chances d'intégrer cette école? Encore une fois, si on a mis sur liste complémentaire, c'est qu'il y a une chance. Et par contre, je ne veux pas prendre position pour ne pas fausser la décision. J'en ai encore une, hein. Là, c'est encore pour Grenoble, mais pour vous, c'est pareil. C'est sur justement ce nombre de points. Manifestement, les candidats sont bien avertis de ce qui s'est passé l'année dernière. Est-ce que les nombres de points sont comparables à ceux de 2013? Pour Grenoble cette année, oui. Oui, les chiffres sont cohérents et homogènes avec ceux de l'an dernier. Et pour les autres écoles, comment ça se passe? Parce qu'ils connaissent manifestement bien les rangs, ils demandent les rangs des affectés, des derniers. Est-ce vraiment comparable? Est-ce que vraiment ils peuvent se fier en fonction de leur rang et de leur position par rapport à ceux qui les ont précédés? Ça donne une indication, mais encore une fois, ce n'est pas fiable à 100%. Donc attention aux jugements hâtifs ou aux rumeurs qui là aussi peuvent fausser le résultat et entraîner de grosses déceptions. Une question de Sarah, on revient sur les diplômes. Elle dit ne pas avoir sa licence, mais une attestation de réussite à Bac+3. Est-ce qu'une équivalence de licence serait suffisante ou faut-il transférer ses notes en ECTS? Alors, pour quelques formations, il n'y a pas de diplôme, mais des crédits ECTS. Et donc, dans ce cas-là, il faut nous fournir une attestation de réussite des crédits ECTS. Ça vaut pour d'autres diplômes, bachelor à l'étranger? Attends, encore une fois, il nous faut vraiment... C'est un diplôme et les crédits ECTS sont plutôt pour quelques formations universitaires, mais j'insiste bien, c'est le diplôme qui est obligatoire. Mais vous nous exigez... Il y a pour quelques cas particuliers, ça peut être des crédits ECTS, et le diplôme est à fournir au 30 novembre. D'accord. Ces 800 €, c'est une empreinte de carte bleue, sont déduits et ils doivent être obligatoirement. Je reviens, excusez-moi, sur une question, parce que apparemment ça défraye beaucoup là, les demandes. Doivent être versés impérativement à la date, même si au cas par cas, il faut se rapprocher de passerelle, de l'école. Non, pour le montant des acomptes, c'est au niveau de passerelle qu'il faut se rapprocher. D'accord. Revenons aux écoles. J'ai finalement les oraux. Je reviens sur les oraux, qui sont une période quand même très importante pour les candidats. J'ai choisi, finalement, je suis mis peut-être dans
certaines écoles que je voulais impérativement. Et finalement, les 0 ont fait tout basculer parce que j'ai été bien accueillie, parce que j'ai senti l'ambiance. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que finalement, on peut revenir? On ne peut pas ajouter d'école, on est bien d'accord. Oui. Non, on ne peut pas dire je ne vais pas passer d'oral dans cette école, mais j'ai eu des bons échos, c'est bon, je l'intègre. Là, encore une fois, on est dans des classements dans les écoles dans lesquelles ces candidats ont passé des oraux. Guillaume nous demande, lorsque des admis ne réussissent pas leurs examens, leurs places sont-elles libérées pour d'autres candidats ou sont-elles perdues? Elles sont perdues. Définitivement. Elles sont perdues, si c'est après l'affectation, bien évidemment. Et par contre, ce qu'on demande aux candidats qui sauraient à l'avance qu'ils ont loupé leur examen, avant le 2 juillet, bien évidemment, c'est de se désister pour libérer leur place. Donc ils veulent démissionner? Comment ça... Après l'affectation, là encore une fois, les calendriers sont maintenant très hétérogènes en fonction des formations. Quand le candidat sait qu'il n'a pas réussi son diplôme, donc il démissionne et passerelle rembourse les acomptes. Donc au 5 juillet, on connaît l'affectation dans son école. Oui. On sait dans quelle école on va pouvoir préparer sa rentrée. Tout à fait. Maxime nous demande encore une question pratique. À quelle date aura lieu la rentrée dans la plupart des écoles? Ça dépend des écoles, c'est de plus en plus tôt, traditionnellement, c'est sur les 15 premiers jours de septembre. Alors, et même pour les passerelles deuxième année, la plupart des écoles font maintenant des séminaires d'intégration, et là aussi, traditionnellement, les rentrées, c'est la dernière semaine d'août. Donc les admis sur titre rentrent un petit peu plus tôt? Ils rentrent un petit peu plus tôt. Enfin, les deuxièmes années, les deuxièmes années rentrent un petit peu plus tôt, parce qu'il y a un séminaire on va dire de mise à niveau, de connaissance de l'école, d'intégration. Après les premières années, qu'ils soient admission sur titre ou classe prépa, là aussi, ils rentrent maintenant entre le 1er et le 15 septembre, et les années commencent de plus en plus tôt. Ce séminaire, qu'est-ce qu'ils abordent? Ils ont des cours? Ça dépend des écoles, mais c'est effectivement des remises à niveau ou quelques éléments de fondamentaux dans les méthodes de gestion. C'est de l'information sur les écoles. On l'a vu, il y a beaucoup de choix de parcours possibles. Il y a beaucoup de choix de cursus. Il y a une partie entreprise, il y a une partie internationale. Donc il y a besoin de beaucoup d'informations. Ils vont rejoindre des promos qui sont au fait de toutes ces informations. Et donc c'est un moment pour faire connaissance, pour informer et former à l'école. Petite question pour ceux qui suivront plus tard ce live. Les admis sur titre s'intègrent parfaitement. Est-ce qu'aujourd'hui on les distingue vraiment des prépas, ou est-ce que cette classe dont vous parlez souvent est homogène Alors, elles sont homogènes en termes de résultats. Par contre, notre volonté dans les écoles est vraiment d'avoir des salles de classe qui soient les plus diverses possibles, parce que c'est une demande de la société, c'est une demande des entreprises, parce qu'on sait également que des gens venant de différents environnements, quand ils vont travailler ensemble, de temps en temps, ça va friter, mais ça donnera lieu à beaucoup de discussions et à de l'innovation. Donc, l'objectif de la salle de classe, c'est d'être vraiment la plus diverse possible. On a des étudiants qui viennent de classe prépa, on a des étudiants qui viennent d'admission sur titre, avec des effectifs non négligeables. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. On ne souhaite plus savoir, une fois qu'ils sont entrés dans l'école, qu'ils viennent de telle ou telle filière, ça ne nous intéresse plus. Toutes les écoles proposent beaucoup de travail en groupe, et donc, au fur et à mesure, chacun apprend de l'autre. Et si là, je reprends un petit peu ma casquette de Grenoble, quand je regarde les résultats à la fin de la première année, il y a peu de différence de moyenne entre les prépas et les admissions sur titre. Et quand je regarde tout à la fin dans ma liste de diplômés, je fais chaque année une Dean's List avec les 10 premiers du classement, je m'aperçois, alors, un élément commun, c'est généralement 90% de filles, mais c'est à chaque fois avec des origines qui sont radicalement différentes. Donc, aucun souci pour ces étudiants. Ce sont des étudiants qui réussissent bien dans les écoles, aussi bien d'un point de vue académique que professionnel. Est-il vrai qu'aujourd'hui, en toute école confondue, le recrutement des admissions parallèles est devenu quand même assez important? Alors, c'est devenu un élément important quand on regarde l'origine d'une promo diplômante toute école confondue. La conférence des grandes écoles a fait une enquête il y a 2 ans ou 3 ans. On s'aperçoit que les prépas représentent un tiers, les admissions parallèles un tiers également, et puis l'autre tiers, ce sont d'autres origines d'étudiants, souvent des étudiants double diplôme ou des étudiants étrangers. Une progression des bachelors aujourd'hui dans Passerelle? Alors c'est vrai, quand je regarde un petit peu l'origine des candidats,
je m'aperçois que la plus forte progression en termes de diplôme sur les passerelles deuxième année, ce sont des étudiants qui viennent de bachelor, aussi bien de bachelor français que de bachelor étranger. Et quand j'interroge un petit peu ces étudiants pour savoir leur motivation par rapport au bachelor, il y a généralement deux critères qui reviennent constamment. Le premier, c'est de dire les bachelors sont des petits effectifs avec du terrain à l'international et sont des formations donc très pratiques. Donc à la fin des 3 ans, soit on peut aller travailler, on sait qu'on aura un métier, on sera opérationnel, soit au travers de ces 3 ans, on s'est découvert une passion peut-être pour la finance, pour l'international, pour la logistique ou pour l'audit, parce qu'on avait tout à l'heure une question au niveau de l'audit, et je souhaite continuer et vraiment me spécialiser dans ce domaine. Et les bachelors de vos écoles, puisque vous avez un programme post-bac bachelor, sont aussi un tremplin vers votre programme grande école? Oui, mais ils doivent passer le concours passerelle. Passerelle 2. On revient aux questions. Beaucoup de questions nous parviennent. Est-il possible, nous demande Iris, après le 5 juillet, d'être finalement prise dans une école s'il y a des désistements? Non, c'est vraiment un choix en un seul tour. Cindy nous demande si je suis sur une liste principale et sur 3 listes secondaires. Même si je mets ma liste principale en dernier vœu, suis-je sûre d'intégrer l'école principale si je ne suis pas prise ailleurs? Traduction, je suis sur une liste principale, elle est sur 3 listes secondaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi 3 listes secondaires? C'est-à-dire que dans 3 écoles, elle est en liste complémentaire. Elle est admise dans... Elle a un choix potentiel de 4 écoles. Une école où elle est sûre d'être prise puisque elle est sur liste principale et les 3 autres en liste complémentaire. Et si je comprends bien la question, l'école dans laquelle elle est en liste principale n'est pas forcément l'école de son premier choix. Et donc, à elle de faire les vœux dans le bon ordre. Comment en fait, manifestement, elle souhaiterait avoir sa liste, les listes secondaires. Qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? Elle va classer de 1 à 4 les écoles et donc elle va mettre en numéro 1 l'école dont elle rêve et qui n'est peut-être pas forcément l'école dans laquelle elle est en liste principale. Un exemple, en prenant A, B, C ou D. Comment si l'école de ses rêves et l'école A est en liste complémentaire, elle va mettre 1 et puis après elle fera un choix entre l'école 2 et 3 et puis en 4e, peut-être par mesure de précaution, elle mettra en numéro 4 l'école dans laquelle elle est en liste principale. Question aussi, encore une fois, sur les listes principales. Si on est admis sur une liste principale dans une école et qu'on la classe dernière dans notre classement, au final, est-on sûr de l'avoir si nos autres choix ne sont pas retenus? Même question? Oui. C'est-à-dire? Quand l'algorithme va fonctionner, soit il n'y a pas eu suffisamment de désistements dans les écoles précédentes pour la recruter. Par contre, elle a sa place dans l'école où elle est en liste principale. Encore une question sur les dates de délivrance des diplômes, qui manifestement son diplôme ne lui parviendra que le 15 décembre. Que doit-il faire? Encore une fois. Bien maintenir ses vœux. Déjà, parce que de bien maintenir ses vœux, une fois qu'il sera affecté dans son école, à ce moment-là, de prendre contact avec l'administration de la scolarité de cette école pour bien avertir de ce calendrier un petit peu plus long, et donc les choses devraient bien se passer. Ça l'aide d'être récurrent. Pourquoi fixez-vous arbitrairement la date du 30 novembre? Parce qu'on a, nous, après nos jurys finaux d'admission, il faut savoir que dans toutes les écoles passerelles, nous sommes des écoles visées par l'État et avec des jurys qui doivent se tenir à la fin et un visa du ministère. Donc on a mis à ce moment-là, et on sait qu'au 30 novembre, la grande majorité des formations sont déjà terminées et les étudiants savent ce qu'il en est. Une question, mais qui relève... Et puis il y a également, pardon, je me permets de vous couper, il y a également un autre aspect, c'est, on l'a vu, malheureusement, de temps en temps, on est obligé de se séparer des étudiants, et plus le temps passe, plus la séparation est douloureuse. Oui, d'accord. Et c'est une période où ils sont entrés de plein pied, le mois de novembre, dans leurs enseignements, peut-être sur des projets pour certaines écoles. C'est encore une fois, je vous ai parlé au nom de Grenoble, c'est vrai que c'est douloureux, déchirant, traumatisant, aussi bien pour le candidat et pour nous, en plein mois de novembre, où l'étudiant a déjà pris connaissance de l'école, de tout ce qui se passe, de toutes les activités associatives, de tous les projets, de tout ce qu'il peut faire, et de se dire, malheureusement, c'est terminé, et de voir ses camarades continuer et pas lui.
Une question qui revient sur les oraux. Donc l'oral, il y a des entretiens, il y a d'autres épreuves. Manifestement, le poids des langues est important. Fabien a eu 6 à l'oral d'anglais alors qu'il dit bien se débrouiller. Quels sont les critères des jurys? Comment jugez-vous une épreuve d'oral? Et revenons sur l'épreuve d'entretien. Comment ça se passe? Donnez-nous tous les dessous des jurys. Dessous, c'est difficile. Sur l'entretien, en fait, le challenge est très simple. Il faut que le candidat nous donne envie de recruter. Et donc, chaque école a ses propres oraux, sa propre structure d'oraux, mais l'objectif est le même, c'est tout simplement identifier la personnalité du candidat, savoir un petit peu qui il est, ses motivations, son parcours, ses réussites, ses échecs. Ce que je dis souvent aux candidats, au risque de les surprendre, nous n'attendons pas dans les oraux des réponses précises. On n'a pas une méthode de scoring en disant vous faites 5 sports par semaine, c'est 5 points, vous avez un projet professionnel, c'est 100 points, vous n'avez pas de projet, c'est moins 100 points, c'est foutu. Non, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement la manière dont ils sont capables de parler d'eux-mêmes, en toute objectivité, parce qu'on a souvent quelques candidats qui pensent nous épater. Et par rapport à ça, le jury va tenter d'en savoir un petit peu plus, sans a priori. Et là aussi, c'est un conseil que je donne souvent aux candidats, c'est vraiment de répondre de la manière la plus ouverte possible, parce que plus les réponses sont ouvertes, plus on peut personnaliser, mieux c'est. Autrement, on tombe dans des questions très très convenues. Donc vous voyez, il n'y a pas de piège. Pour ces candidats d'admission sur titre qui ont déjà une expérience de recherche de stage, d'alternance, nos entretiens sont de même esprit que des entretiens de recrutement. On cherche à savoir si on est fait pour travailler ensemble. S'il y a cette petite flamme de dire, oui, tiens, cet étudiant, je le vois bien dans l'école, je vois bien travailler avec lui, je vois bien ce que je peux lui apporter. Les épreuves de langue sont plus académiques C'est donc souvent un texte avec des questions derrière. Les épreuves de langue font souvent très peur aux candidats passerelles, parce qu'on sait que du fait de leur origine et des formations qui suivent, les langues ont été, c'est un euphémisme dans certains cas, un petit peu mis de côté. Et pour d'autres candidats, il n'y a même pas eu de deuxième langue, donc c'est un petit peu raide. Sur les épreuves écrites de passerelle, on revient un petit peu en arrière. Quelles sont ces épreuves? Que cherchez-vous à déceler chez les candidats? Alors, on a 4 épreuves qui correspondent à 4 objectifs. Une première épreuve qui est une épreuve de synthèse de texte. On le sait, dans le monde dans lequel on vit, on a de plus en plus de documents. Et donc, on va juger de cette capacité à synthétiser des documents, à vraiment extraire l'essentiel et l'élément de rédaction. On a une deuxième épreuve qui est une épreuve d'anglais. Là également, parce que l'anglais est obligatoire, indispensable. On a ensuite une épreuve de culture générale et de logique. Et puis une dernière épreuve qui fait vraiment la force de passerelle et qui montre vraiment bien son œcuménisme, c'est une épreuve au choix. On l'a vu, Passerelle est un concours d'admission sur titre, avec des étudiants qui viennent d'horizons très divers. On parlait tout à l'heure donc des bachelors, mais on a aussi bien des IUT, des BTS, des licences. Dans les licences, ça va aussi bien des sciences éco jusqu'à l'anthropologie. On a des matheux, des littéraires, des linguistes. Et donc on a une épreuve au choix, on a 27 options. Alors on a à la fois des options qu'on peut supposer attendre quand on souhaite rentrer dans une école du style marketing, gestion, droit, jusqu'à des épreuves de créativité, de technologie ou de biologie, qui permettent vraiment à tout candidat, quelle que soit son origine, de réussir le concours et d'intégrer l'une de nos écoles. Alors, vos écoles ont un caractère très international, vous jugez, l'épreuve de langue est quand même très importante. Comment juger la dimension internationale d'une école? Il y a plusieurs critères. Après, ça dépend un petit peu des stratégies d'école. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les écoles passerelles obligent, entre guillemets, les étudiants à avoir une expérience à l'étranger. C'est vraiment un élément indispensable pour avoir son diplôme. Et toutes les écoles laissent le choix aux étudiants. Ça peut être des semestres d'échange à l'étranger. Alors, pas la première année, mais dès la deuxième ou la troisième année. Ça peut être des années complètes. Ça peut être également des doubles diplômes dans des établissements partenaires. Ça peut être des stages à l'étranger, des missions à l'étranger, mais toutes nos écoles obligent, ou vraiment pour avoir son diplôme, il faut avoir validé une expérience, alors selon les écoles, de un trimestre ou un semestre à l'étranger.
Et puis ensuite, comme on recrute également de plus en plus d'étudiants étrangers, notamment par l'intermédiaire de Passworld, qui est un autre concours de passerelle, la salle de classe également, on l'a vu tout à l'heure, elle est de plus en plus diverse, mais elle est également de plus en plus internationale, parce que on sait que nos étudiants travailleront à un moment donné avec ou pour l'étranger, avec l'étranger pour des entreprises françaises ou pour l'étranger pour des entreprises étrangères. Et donc, il faut dès le départ qu'ils aient cette habitude interculturelle et de savoir un petit peu comment chacun fonctionne. D'où l'importance de juger le niveau de langue Voilà. de l'entrée. Un élément quand même pour rassurer donc les candidats qui alors enfin on se pose déjà beaucoup de questions sur la suite et qui auraient quelques craintes quant à leur niveau de langue. Toutes les écoles proposent des cours de langue, toutes les écoles ont des labos de langue ou des systèmes de e-learning qui permettent à chaque étudiant donc de progresser. Une question un petit peu stratégique sur Passerelle. Manifestement, Sophie est bien renseignée. Est-ce que le fait que plusieurs écoles aient quitté le concours Passerelle cette année pénalise les candidats? Non. Non, c'était la force de Passerelle est de mutualiser, de rassembler des écoles. Par contre, Passerelle ne s'intéresse pas aux stratégies d'école, donc certaines nous quittent, d'autres nous rejoignent. Ça n'a pas du tout pénalisé les candidats. Les écoles, les 12 écoles, ont même augmenté leur nombre de places, et donc ce qui laisse une chance encore supplémentaire pour cet internaute. Vous fédérez plusieurs écoles. Maxime nous demande s'il y aura d'autres écoles qui rejoindront le concours en 2014. Peut-être. Peut-être. Alors comment, encore une fois, c'est un grand point d'interrogation. On ne sait pas encore. On verra, mais il n'y a ni scoop ni discussion. Enfin, comment oui, donc pas de scoop forcément prévu. Question intéressante d'Iris. Si j'intègre une école en deuxième année et que j'opte pour un parcours en alternance pour les 2 dernières années du cursus, dois-je aller à l'étranger pour valider mon diplôme ? Ça dépend après du règlement pédagogique des écoles. Soit cette candidate a déjà une expérience à l'étranger qui peut être reprise dans une sorte de dispense. Dans d'autres cas, il y aura peut-être besoin d'un stage ou d'une mission ou alors d'une explication de son entreprise avec une vision très internationale. Est-ce que les AST, les admissions sur titre ou les admissions parallèles, sont plus enclins à aller vers l'alternance ou vers une spécialisation en particulier? Non, pas forcément, non. Sans les stigmatiser, bien sûr. Non, on a des inconditionnels de l'alternance, des étudiants qui arrivent en ayant fait de l'alternance et qui disent de toute façon, maintenant que j'ai goûté à ce type de pédagogie, je ne veux surtout pas revenir dans des systèmes plus traditionnels. D'autres au contraire qui ont eu et qui souhaitent revenir sur des pédagogies plus traditionnelles ou sur d'autres formes de pédagogie. Ensuite, la différence qu'on constate au niveau des projets professionnels entre les passerelles et les prépas, elle est plutôt au niveau des passerelles deuxième année avec des candidats qui ont une idée plus précise de leur projet et qui viennent dans les écoles plutôt pour leur projet, le contenu des cours. Ils ont été plus, ils sont plus intéressés au contenu des options, des majeurs et des différents parcours que leurs condisciples de passerelle première année ou prépa. D'accord. Alors, il y a encore beaucoup de questions pratiques. Le diplôme est-il à fournir à l'école que l'on intègre ou au concours? Non, à l'école que l'on intègre. D'accord. Donc il faut arrêter son choix. Mais c'est après l'entrée. Là encore une fois, vraiment ce que j'aimerais que retiennent les internautes, c'est pas de stress ou pas de surstress, parce que bien évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est bien donc d'avoir des écoles, que le choix donc soit raisonné. Encore une fois, il y a du temps. Et puis après, il y a des équipes dans les écoles qui sont prêtes à aider les étudiants. Il y a un diplôme qui est demandé le 30 novembre, donc là encore une fois, ça laisse largement le temps de s'installer, d'amener ses papiers, de demander ses certificats ou ses diplômes à son établissement d'origine. Et puis si ça ne va pas, de bien parler aux responsables des admissions des écoles respectives. Il y a vraiment des équipes dévouées et qui font le maximum pour les candidats et pour nos élèves. Justine nous demande, est-ce que l'ordre de nos préférences modifie les chances d'intégrer l'école que l'on positionne en 3e choix? C'est une question compliquée parce que il y a plein de cas particuliers. Là encore une fois, il y a un système qui tourne et c'est en fonction des positions. Donc ça m'est là aussi difficile de répondre à cette question. L'affectation tient compte du rang, du nombre de places, des désistements. Oui. Quels sont les critères qui
de la position et des vœux. Et puis, on est dans un système dynamique. Et donc, encore une fois, hein, c'est très bien expliqué dans le document que les candidats peuvent télécharger, où il y a un certain nombre de cas de figure qui sont prévus. Donc, ça suppose que quand on est en liste complémentaire, des étudiants qui sont classés au-dessus choisissent de ne pas aller dans cette école. Donc, ce document est accessible actuellement Il est sur le site et il peut être téléchargé sans aucun problème. Et il réexplique tout ce qu'on vient d'énoncer ce soir, avec des cas particuliers et là aussi de manière plus posée, tout tranquille. Si on résume, aujourd'hui, ils doivent prendre position jusqu'au 2 juillet. Jusqu'au 2 juillet. Ensuite, le 2 juillet, donc, on clôture. On se réunit entre nous pour faire donc les affectations. On publie les résultats le 5 juillet à 10 h. Et ensuite, donc, les candidats peuvent se mettre en marche et en ordre de bataille pour aller chercher leur logement et faire connaissance définitivement avec leur école d'affectation. De côté pratique, les écoles appuient, soutiennent leurs admis dans leur recherche de logement, de manière logistique, parce que les parents ont passé un été un peu difficile, il faut trouver... Oui, alors il y a... Tous les candidats ont été accueillis par des équipes d'admissibles au cours de leurs entretiens. Pour certains, il y a des amitiés qui sont nouées, même dans certains cas un peu plus. Et donc, à ce moment-là, il faut, une fois les décisions d'affectation et la décision d'affectation prononcée, à ce moment-là, il y a encore des services et des équipes sur place dans les écoles pour aider au logement. D'accord, donc on contacte son école dès le 5 juillet. On peut dès le 5 juillet, on a été affecté. Oui. Et que se passe-t-il ensuite? Après, c'est l'école qui reprend le relais et qui avertit les étudiants, alors souvent par mail. Hein, et donc, ce qui est pour moi l'occasion vraiment de bien dire aux candidats et aux internautes de ne pas changer de mail en cours d'affectation, parce que après, il peut y avoir quelques petits tracas. C'est l'école qui reprend la main et qui communique sur tous les éléments pratiques, sur le dossier final d'admission, les dates de rentrée, toutes les procédures et tout ce qui attend leurs futurs étudiants. Encore beaucoup de questions. Une de Sophie, on revient sur l'international. Est-ce que le fait de choisir une école qui n'a pas d'accréditation internationale peut être pénalisant si on veut travailler à l'étranger? Non, il y a vraiment maintenant une notion. Alors déjà, toutes les écoles passerelles sont toutes des écoles de première division, elles sont toutes visées par l'État, elles ont toutes le grade de master, elles appartiennent toutes à la conférence des grandes écoles et au chapitre donc des écoles de management. Donc certaines ont, c'est vrai, la chance d'avoir en plus des accréditations. Donc, mais déjà, en termes de qualité, pas de souci donc pour cet internaute. Ensuite, dans le projet international, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, ça va être à l'étudiant de définir son propre projet international. Son propre projet international, ça peut être dire, tiens, je vais suivre peut-être une partie du cursus en anglais, et la majorité des écoles passerelles le proposent. Ça sera peut-être ensuite de partir faire un stage dans un pays. Ça sera peut-être ensuite de choisir une option internationale. Ça sera peut-être de faire un stage de deuxième année ou une année césure dans un deuxième pays. Et puis, en dernière année, d'aller dans un troisième pays ou dans une troisième zone géographique pour un échange académique. On repasse au classement, au choix et aux vœux. Est-ce qu'on prend, Mathias nous demande, est-ce que l'on prend un risque en choisissant une école réputée plus petite? Plus petite par la taille, plus petite par... Non, c'est trop subjectif. Encore une fois, toutes ces écoles ont toutes des labels de qualité. Ensuite, c'est pas l'école qui fera, c'est le candidat ou l'étudiant au sein de cette école. Et c'est vrai qu'on demande à nos étudiants d'être proactifs. C'est à eux de construire leur propre projet, de se rendre employables. Et la force de toutes ces écoles est de proposer tout un dispositif pour aider nos étudiants. Vincent, et ce sera notre dernière question. J'ai un choix de 6 écoles. Je suis admis dans une école, mais je classe cette école en dernière. Si l'école classée 5e m'est proposée, le 6e choix tombe-t-il d'office sans action de ma part? Oui. Oui, s'il est choisi, à ce moment-là, le sixième tour ne fonctionne plus. Et s'il était sur liste principale, il fera un heureux ou une heureuse qui pourra bénéficier de cette place. Et d'autres questions arrivent. Quelques avancées pour l'année prochaine sur le concours passerelle. Les grandes dates, rappelez-nous les grandes dates de passerelle sur, cette fois-ci pour les prochains candidats, 2014, qui l'année prochaine découvriront. Alors, concours 2014, on est sur un calendrier immuable maintenant de passerelle, ouverture des inscriptions le 30 novembre.
un concours mi-avril 2014 pour des publications de résultats d'admissibilité fin mai, des oraux qui auront lieu sur les 15 premiers jours ou 3 premières semaines de juin pour une publication ensuite de résultats à la même période et un cap au même moment. Une question, je la prends parce qu'on n'a pas évoqué la question des boursiers. Oui. Bonjour, je suis boursier, nous dit Alvin. Est-ce que les 800 € sont remboursés si on intègre... alors, c'est Télécom École de Management, puisque l'école est gratuite pour les boursiers. Bien sûr. D'accord, voilà. Donc, écoutez, c'était... Attention, il y a des frais de scolarité, donc à bien voir les frais de scolarité ensuite qui sont propres aux écoles. Là ensuite, on va dire tout ce qui est question purement scolarité ou conditions de scolarité ou frais de scolarité sont à voir directement avec l'école dans laquelle ce candidat sera affecté. En tout cas, on souhaite bonne chance à tous les futurs affectés. Oui, mais encore une fois, pas trop de stress. C'est génial d'avoir des écoles. On l'a vu au travers des questions, la plupart des candidats ont quand même le choix entre plusieurs écoles. Il faut bien prendre le temps de réfléchir, de regarder donc comment en famille, de prendre des avis. Il y a des équipes qui sont disponibles au cas où il y aurait des questions de dernière minute sur des ultra-spécialisations ou d'autres questions de ce type. De pas trop aller, vulgairement, pas trop se prendre la tête, de bien maintenir ses choix. Là, encore une fois, j'insiste parce que je pense à un cas douloureux d'une jeune fille l'an dernier qui n'avait pas fait trop de vœux et qui s'est retrouvée sans école, alors qu'elle aurait pu intégrer une des écoles passerelles. Et donc, c'est vraiment dommage de gâcher ses chances de cette manière. Monsieur Fiorena, merci beaucoup de toutes vos réponses. Merci à vous d'avoir assisté à ce live et à très vite sur Stylérama TV.